En séance, je pense. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième audition de la journée pour entendre Intercommunalité de France avec Monsieur Patrice Verscher, qui est membre du conseil d'administration de l'association, et vous êtes président de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Merci Monsieur Verscher de votre présence et de celle de votre association. On ne peut bien sûr évoquer l'avenir des communes et des maires sans prendre en compte le point de vue des intercommunalités qui leur permettent d'inscrire leur action dans une échelle plus large et leur fournissent des moyens supérieurs. Aujourd'hui, le phénomène intercommunal est arrivé à maturité et il est nullement question de le remettre en cause. Pour autant, les auditions et les déplacements que nous avons tenus nous confirment dans l'idée qu'il est toujours nécessaire de s'interroger sur le bon équilibre au sein du bloc communal qui permet à la mutualisation intercommunale de jouer pleinement son rôle en faveur des communes sans priver ces dernières des marges de manœuvre qui donnent tout son sens à l'action locale. Et avant de vous donner la parole pour nous présenter votre point de vue et le point de vue de votre association Intercommunalité de France, notre rapporteur aura peut-être un petit préalable à vous donner. Merci Madame la Présidente. Merci à vous et merci, chère Patrice, de cette présence aujourd'hui. Je ne vais pas allonger le propos et l'idée, c'est surtout de vous entendre avec notamment cet aspect de notre mission qui tient bien sûr à prendre en compte l'avis des intercommunalités, puisque sans réinterroger le modèle qui est celui de l'organisation du bloc communal et donc de la nécessité d'avoir une intercommunalité qui est cet espace nécessaire de projets, de mutualisation sur nos territoires. On a quand même quelques maires qui, j'allais dire, nous interrogent sur notamment le lien entre communes, intercommunalités, et parfois on a pas dans tous les territoires de France, mais sur certains territoires que nous avons visités, notamment ceux des territoires qui ont ces fameuses intercommunalités que l'on a appelées communément XXL, le sentiment des fois d'avoir une voix qui peut moins porter, s'inscrivant dans un concert de communes où parfois ceux-ci ont le sentiment plutôt de subir que d'être acteurs, quand bien même ils considèrent l'intercommunalité comme une nécessité. Le sujet bien sûr, est pour nous important parce que nous essayons d'identifier quelles sont les causes finalement de cette désaffection qui a trait, nous auditionnions tout à l'heure la directrice générale des collectivités locales, qui tiennent aussi des difficultés entre les relations entre la commune et l'État, avec le sentiment d'avoir des méandres et une architecture de plus en plus complexe pour pouvoir avoir accès aux dotations de l'État, au montage des dossiers, à cette politique d'appel à projets. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que la conjonction de tous ces éléments est une source supplémentaire de démotivation. S'agissant de l'intercommunalité, comme je le disais, il était important pour nous d'avoir votre sentiment, parce qu'on le sait, singulièrement depuis la loi NOTRe, même si la loi RCT avait jeté les bases d'une nouvelle intercommunalité, c'est vrai que depuis la loi NOTRe, on a le sentiment d'un renforcement, de nouveaux périmètres, et que ce mandat, finalement, est le premier mandat où la loi, à quelques exceptions prêtes, sur certaines compétences qui ne seront intégrées que pour certains types d'intercommunalités à l'horizon 2026. On est dans le premier mandat intercommunal avec une intégration aussi forte. Et donc, on a dans certains territoires, encore une fois, la volonté peut-être de retisser un lien ou de retrouver des modalités qui permettent une expression qui soit la plus large et qui prenne en compte l'expression
l'expression de toutes les communes, encore une fois, bien sûr, en prenant en compte la nécessaire représentation démographique. Et voilà, nous souhaiterions un petit peu connaître votre sentiment sur ces sujets, encore une fois, convaincu de la nécessité de conforter le modèle qui est celui du bloc communal et de l'intercommunalité, mais en prenant aussi en compte les réflexions qui peuvent nous remonter, qui ont été formulées. Nous avons essayé de parcourir des territoires de France très différents, comme les Vosges, l'Ille-et-Vilaine, la Haute-Garonne, la Somme, et organiser beaucoup d'auditions justement pour entendre la plupart des édiles de France sur l'ensemble des territoires, convaincus qu'il y a aussi, et ça vaut pour l'intercommunalité, de plus en plus un principe de différenciation territoriale qui génère aussi quelques conséquences dès lors qu'on est en territoire de montagne, en territoire de plaine, dans des territoires où les régions sont plus ou moins importantes, convaincu aussi qu'il y a un lien parfois fort avec l'intercommunalité qui justement joue à plein son rôle d'organisation, parfois de péréquation sur certains des territoires. Voilà en quelques mots, mais c'était plus un propos introductif. L'idée, c'est d'avoir un petit peu votre sentiment, et puisque j'ai eu l'occasion de poser la question au président Martin il y a quelques semaines lors d'une précédente audition sur le groupe de travail présidé par le président Larcé sur la décentralisation, puisqu'on avait vu que le président Martin souhaite que l'intercommunalité, petit à petit, peu ou prou, devienne une strate de collectivité. Quel est votre regard? Parce que, et j'en finirai par là, il y a aussi un sujet qu'on ne peut éluder. On a aujourd'hui les tenants d'une désignation des conseillers communautaires au suffrage universel direct. C'est une question que certains ont évoquée. Vous connaissez notre position là-dessus, mais en tout état de cause, c'est un sujet qui se pose. Alors, Patrice étant élu du seul département de France qui a une métropole en son sein où les représentants sont élus au suffrage universel direct, il y a effectivement un sujet qui nous intéresse de près. Voilà, je ne veux pas être plus long, je l'ai déjà été beaucoup trop. On passe la parole et puis bien sûr, vous pouvez à loisir évoquer tous les sujets qui vous semblent importants et qui sont portés par la DCF. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Très heureux de participer à cette mission d'information. Alors, je voudrais excuser, bien entendu, notre président Sébastien Martin, qui m'a demandé de représenter Intercommunalité de France. Donc, je vais surtout parler des positions de l'intercommunalité. On a vu les questions que vous souhaitiez que l'on aborde, mais aussi faire part de l'expérience. Alors, je suis un peu un cas à part, puisque j'étais parlementaire, j'ai démissionné volontairement pour redevenir maire et président d'Interco. Donc, autant dire que j'ai peut-être une façon d'aborder les choses peut-être différemment que certains élus qui, c'est vrai, au regard du poids de l'administration, des difficultés à exercer le mandat, ont parfois l'envie d'arrêter ou de passer à autre chose. Donc c'est vrai, pour le coup, j'ai un positionnement un peu différent, même si après cette période parlementaire, de redevenir maire me permet de voir aussi quelques changements en quelques années sur le rôle du maire et les conditions dans lesquelles on peut l'exercer. Donc vous le savez, Interco de France, c'est près de 1000 intercommunalités sur l'ensemble du territoire. Au même titre de ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a les petites intercommunalités jusqu'à intercommunalité XXL. D'où, pour nous, parfois peut-être la difficulté de trouver des points communs sur tous les sujets, puisque là aussi, l'Interco, je pense, s'est construit également sur la différenciation, également sur la possibilité des intercos de prendre certaines compétences, bien sûr non obligatoires, d'aller aussi sur la mutualisation. Votre mission parle donc de l'avenir de la commune et du maire. J'allais dire, dans intercommunalité, on a la commune et on a le maire. Les deux vont ensemble.
je ne vois pas comment l'intercommunalité ça pourrait peut-être répondre en partie à votre question, ne plus voir être le représentant de la commune et le maire à l'intérieur de jouer un rôle à l'intercommunalité. Alors pour aller tout de suite sur le sujet que vous avez évoqué, rien n'est tranché au niveau de l'intercommunalité. Le président a une position avec d'autres élus de l'intercommunalité de France concernant cette possibilité un jour peut-être des intercos de devenir des collectivités à part entière. C'est loin d'être tranché, c'est un débat, et je pense qu'on se fait fort à l'Intercommunalité de France de débattre de tous les sujets, des sujets les plus faciles aux plus difficiles, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce sujet est loin d'être tranché. Il a été abordé notamment lors du congrès à Bordeaux au mois d'octobre, je crois, et on a bien vu que voilà, c'était un sujet qui va encore être en discussion pendant quelques années. Sur l'intercommunalité, je pense que l'intercommunalité a un vrai rôle à jouer auprès des maires, notamment pour les... Alors, c'est peut-être différent dans les intercommunalités XXL, hein, mais une intercommunalité, la plupart du temps, varie entre 20, 50 000, 15 000 habitants, 10 000 habitants. Et pour le coup, l'intercommunalité joue un vrai rôle de soutien aux maires. Doit jouer ce rôle, si elle ne le fait pas, auprès des maires. Bien sûr, en assurant les compétences obligatoires, hein, que les communes n'ont plus, les compétences non obligatoires qui ont pu être prises, mais aussi, on voit une évolution, enfin moi j'ai pu le constater, je pense que c'est vrai sur l'ensemble des intercos de France, c'est qu'on propose de plus en plus de mutualiser un certain nombre de domaines divers et variés, suivant les secteurs. Je pense qu'il n'y a pas de vérité, et c'est là toute la force aussi de l'intercommunalité avec les communes. Ça vient bien dans le pacte de gouvernance, comment on aborde les sujets. Et quand vous parliez que parfois il peut y avoir des maires qui se sentent mal à l'aise au sein de l'interco parce que peut-être pas assez pris en compte, notamment les maires souvent des plus petites communes, quand l'interco est immense ou quand il y a une commune qui impose quasiment au regard du nombre d'habitants. Mais je pense que au-delà de... Je ne suis pas sûr qu'il faille toujours légiférer, entre guillemets. Il faut savoir laisser. Puis je pense que le Sénat est une chambre, la Haute Assemblée, je crois, attentif à cela. Il y a autant de façons de gérer qu'il y a de présidents. Et généralement, la plupart du temps, dans l'intercommunalité, les présidents cherchent à avoir l'unanimité, ou en tout cas une très large majorité. C'est comme ça qu'on construit nos projets de territoire, les pactes de gouvernance, les pactes financiers. Sur la mutualisation, on voit bien que sur plein de domaines, les communes, notamment les plus petites, hein, qui reflètent vraiment le territoire national, les fondamentaux même de notre pays, s'il n'y avait pas l'interco, il y a des choses qu'elles ne sauraient plus faire. Ou pas assez bien faire. Pourquoi? Parce qu'il est difficile aujourd'hui de recruter des secrétaires de mairie. Je crois qu'il y a une mission également au Sénat sur le sujet. C'est un vrai sujet. Et l'interco a un rôle à jouer. En ce qui concerne mon interco, par exemple, il y a des relations très régulières entre le DGS de l'interco, 50 000 habitants, bon, avec les DGA, et les secrétaires de mairie et les DGS des communes les plus petites. Parce qu'on a besoin de travailler ensemble, d'apporter des points de vue sur la gestion des ressources humaines, qu'on a mis en commun en partie pour les communes les plus importantes, mais aussi sur les domaines, on voit le contentieux qui peut arriver sur les appels d'offres. Bah, là aussi, on propose de manière payante, hein, mais pas très cher, aux communes de monter les appels d'offres à leur place, par exemple. On a sur également l'informatique, le cyber. C'est pas la commune seule, même l'interco seule est un peu difficile. L'interco peut proposer aussi de l'ingénierie, au même titre que les départements. Parfois, c'est les départements et l'interco. L'interco est vraiment omniprésente auprès des communes et des maires. Je pense que quand on voit et quand on écoute un petit peu les maires qui sont un peu parfois usés, s'il n'y avait pas l'interco, je pense que ça serait pire. De mon point de vue et du point de vue également de l'Intercommunalité de France. L'interco doit vraiment jouer ce rôle de faire en commun ce qu'individuellement on ne saurait pas faire. C'est le but de l'interco et c'est le but qui doit rester, vraiment. Mais en donnant de la souplesse, ce qu'a essayé de faire la loi 3DS et les évolutions législatives qu'il y a eu ces dernières années. Mais sur la gouvernance,
qui est souvent reproché, je pense que là, vraiment, ça vient vraiment de l'exécutif et du président. Il y a le bureau, il y a la conférence des maires. Alors peut-être parce que j'ai que 31 maires, mais moi j'ai souhaité que tous les maires soient au bureau. Parce qu'il se décide beaucoup de choses dans les bureaux. Quand on dit qu'il faut intéresser les conseillers communautaires, eh bien, allons sur des sujets en conseil communautaire qui vont intéresser et enlevons de ces conseils communautaires des choses pratiques qui doivent relever du bureau pour aller un peu plus vite. Par exemple, c'est un exemple, mais pour le coup, le bureau doit intégrer les maires. Alors c'est vrai que sur la problématique, c'est les intercos XXL, où là, il peut y avoir 100 maires, ou peut-être même plus, je ne sais pas quelle est la plus grosse intercommunalité de France, mais là, ça peut poser problème, parce qu'après, c'est vrai que ça devient aussi une structure trop importante. C'est pour ça que de faire très gros, ce n'est pas forcément un gage d'efficacité, notamment pour les communes les plus petites. Je crois qu'on a fait une avancée de regrouper certaines intercos, ça s'est plus ou moins bien passé suivant les départements, mais si je prends l'exemple du département du Rhône, il y a eu des mariages plutôt raisonnables qui ont été faits, donc ça vient aussi souvent des préfets, puis après il y a la politique qui rentre dedans, on le sait bien, mais je pense que réellement il faut, en tout cas c'est ce que demande Interco de France, d'éviter de repartir encore sur un chamboulement de regroupement intercommunal ou un chamboulement du cadre législatif des interventions des intercos, au même titre que les maires ne veulent pas non plus que certaines choses bougent constamment, parce qu'au bout d'un moment, ça donne le tournis et on passe un temps fou avec une administration qui est de plus en plus tatillonne à gérer des législations et des réglementations et des décrets qui sont en cours d'écriture. Et donc, suivant les départements où on se trouve, on a une vraie difficulté là-dessus. Mais en tout cas, l'intercommunalité doit jouer ce rôle auprès des maires et des communes de France. Je pense que, je ne veux pas dire c'est l'unanimité, mais il y a un vrai rôle, et beaucoup de présidents d'intercommunalité sont maires, très souvent. Et on se rend compte que quand des maires, pour des raisons politiques, ne siègent pas à l'interco, ça pose problème à un moment ou à un autre. Parce que l'interco, aujourd'hui, a des compétences obligatoires, mais plus toutes les compétences, plus sa mutualisation, si le maire n'est pas membre du conseil communautaire, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas entre les relations entre sa commune et l'interco. Parce que c'est les relations humaines, tout simplement, qui rentrent en ligne de compte. Voilà ce que je pouvais dire. Après, je sais que vous avez quelques questions. Merci, plus simple. C'est plus qu'intéressant. On se retrouve beaucoup dans vos propos. Je ne sais pas si Anne, qui nous a rejoint pour l'instant. Oui, juste peut-être quelques réactions aux propos que l'on partage, parce que justement, il correspond, selon nous, à une position assez équilibrée qui, de par la nécessaire représentation des élus et des maires, tant qu'encore une fois, le cadre, je veux dire, n'a pas évolué, mais la réponse a été faite sur cette question-là. On est à peu près enfin, je veux dire, on partage un esprit qui a été d'ailleurs celui que nous avons essayé de défendre dans la loi 3DS ou dans les différents rapports, convaincus qu'il faut qu'il y ait à minima, quelle que soit la philosophie partagée, des évolutions qui prennent en compte les réalités territoriales. Moi, peut-être deux sujets. Un sur lequel je me permets de revenir quand même, parce que effectivement, ce que l'on observe aujourd'hui, très clairement, c'est deux cas de figure, celle des intercommunalités qui ont une gouvernance, alors là je parle de façon quantitative, qui est, alors le terme raisonnable n'est pas nécessairement le plus à propos, mais dans lequel on arrive à garder, je veux dire, une forme, je veux dire, qui permet une certaine proximité, qui permet un échange et, le cas échéant, qui peut même laisser imaginer que chacun des maires puisse être représenté, ou son représentant siège au sein du bureau de l'intercommunalité. Il n'en est pas de même dans un certain nombre d'intercommunalités. Nous étions dans la Somme, où 2 des intercommunalités font plus de 100 communes, le Pays Basque 158 communes, en Haute-Garonne 144 communes, autant d'intercommunalités où on voit qu'il est difficile, quand bien même ça se passe
passe bien parce que l'exemple que j'évoquais dans la Somme, 119 communes, ça a été une intercommunalité choisie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de passer outre du préfet, même si aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de centralité, puisque la plus grande des communes fait moins de 2500 habitants. Donc, c'est pas forcément toujours simple, mais on sent que le fait d'avoir été choisi et partagé, le projet de territoire est un peu plus simple à écrire. Il n'en demeure pas moins que ça n'est jamais aisé d'avoir des conseils communautaires où on a plus de 150 conseillers communautaires. Et c'est vrai que c'est particulièrement dans ce type d'intercommunalité où on constate qu'il y a des difficultés parce qu'elles sont souvent la résultante de passer outre, elles sont souvent le mariage de plusieurs territoires, de plusieurs bassins de vie qui n'ont pas nécessairement cultivé une forme d'affectio societatis, donc c'est difficile. Dans une autre intercommunalité de la Somme, j'appuie mon propos sur quelques exemples, où on a une problématique d'un côté littoral, de l'autre où on est plutôt sur de l'hyper-ruralité. Donc on voit qu'il n'est pas toujours aisé de partager de façon quasi unanime un projet de territoire. Et on a, c'est le cas du Morbihan aujourd'hui, une intercommunalité qui s'interroge, enfin qui a même fait part d'une volonté d'être scindée en deux. Si on partage le propos qui consiste à dire il ne s'agit pas, et d'ailleurs on l'a dit et écrit, de réinterroger les périmètres des intercommunalités, est-ce qu'on peut quand même imaginer le faire à la marge, très à la marge, quand on constate qu'il y a vraiment un dysfonctionnement majeur et que les élus l'expriment eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas une volonté de l'État, parce que s'il y a bien une partie du propos que nous pouvons partager, que nous avons exprimé, c'est que pour le maire comme pour le président d'intercommunalité, l'accès, comme je le disais, aux services de l'État, à l'ingénierie de l'État, aux dotations de l'État, devient de plus en plus complexe. Encore une fois, nous l'évoquions tout à l'heure avec la DGCL, et donc il y a une nécessité effectivement de ne pas revisiter, de ne pas modifier la règle, la loi, parce que aujourd'hui, je crois qu'il est aussi admis une volonté de garder une forme de constance sur le règlement et sur l'aspect législatif. Mais le cas échéant, est-ce qu'à la marge, c'est quelque chose que vous pouvez admettre? Après, on a un deuxième sujet, c'est qu'il naît du principe de différenciation territoriale. Là encore, je prends un exemple. On a des communautés d'agglomération, et je prends volontairement l'exemple de la communauté d'agglomération parce que c'est peut-être le modèle qui offre un éventail le plus large. On peut avoir des modèles qui sont très urbains, relativement, j'allais dire, voire très intégrés en termes de compétences, et dans lesquels par exemple, la compétence mobilité s'impose d'elle-même. Et puis, des territoires, moi j'ai dans mon département la communauté d'agglomération de Privas, une centralité de 8300 habitants, 44 communes sur un territoire qui est immense, avec du relief, avec un territoire de vallée où on voit que c'est plus compliqué de construire, et on l'a observé dans d'autres territoires. Est-ce que selon vous, on peut, sans nécessairement, encore une fois, revenir sur le modèle, et je le dis à l'envi parce que très souvent avec votre président on a échangé, et on veut surtout pas donner le sentiment qu'ici au Sénat on est là pour découdre, mais on est là pour, je pense, adapter les choses et faire en sorte qu'il y ait une véritable prise en compte de cette différenciation territoriale, de ces différents cas de figure. Et encore une fois, je fais mien les propos qui consistent à dire que à chaque territoire sa propre vérité. Mais là encore, est-ce qu'il y a selon vous une possibilité, notamment avec le pacte de gouvernance, de revisiter un peu l'exercice de certaines compétences, quitte à imaginer dans le temps pouvoir les faire redescendre quand on a notamment des territoires immenses à un échelon de proximité, voire les faire remonter, parce qu'on a été sur cette mission largement interpellé par exemple sur la question de la compétence GEMAPI. C'est vrai que la compétence GEMAPI, de plus en plus d'intercommunalités nous disent, pour nous ça devient très compliqué, soit parce qu'on est déjà au taquet de la taxe et qu'on a des territoires qui sont en proie aux pires difficultés en matière notamment de gestion des inondations, et donc s'interroger sur un modèle éventuellement vers un département, vers un établissement public de bassin. Donc voilà, faire un petit peu du cousu humain, si j'ose dire, mais encore une fois, sans nécessairement avoir à retoucher à l'ensemble de l'arsenal législatif. Et puis, peut-être un dernier point un peu plus prospective. Ça fait écho à un élément qui est évoqué, notamment par rapport à la question des secrétaires de mairie, notamment où on voit bien qu'aujourd'hui, les conditions d'exercice des mandats locaux
c'est vrai pour l'intercommunalité, mais c'est encore un peu plus vrai pour ceux des maires qui président aux destinées des plus petites communes, quand on voit la difficulté que c'est non pas de recruter, mais de trouver simplement le moyen humain. Est-ce que finalement l'intercommunalité, alors la réponse a été partiellement faite, mais c'est pas finalement la continuité? On a eu quelques territoires, je pense notamment à Saint-Malo, à Agno, où aujourd'hui les communautés d'agglo, par exemple, recrutent un pool de secrétaires. Ces communautés agglo spécialisent même ces secrétaires pour qu'il y ait à la fois une forme d'ingénierie pour être spécialiste sur la question des finances, des ressources humaines ou des sujets liés à l'urbanisme, parce que ça aussi c'est un des points qui remonte fortement. Donc est-ce que c'est aussi ce lien qu'il faut nourrir entre communes, intercommunalités, en termes de mutualisation, pour que l'intercommunalité soit la réponse utile au devenir de la mairie et surtout des conditions d'exercice de ces mandats locaux qui parfois posent problème pour beaucoup des maires que nous avons pu auditionner. Alors, beaucoup de sujets. Merci, Madame la Présidente. Beaucoup de sujets, Monsieur le rapporteur. Sur la différenciation, il y a déjà des choses il y a beaucoup de choses qui existent. Hein. Donc, nous, on est très favorable à la différenciation. On veut juste simplement pas réintroduire trop de concurrence entre les uns et les autres. Donc, il faut, avec la main tremblante, entre guillemets, peut-être le faire à la marge. Mais c'est vrai que les situations sont tellement variées, et vous avez donné un certain nombre d'exemples sur l'ensemble du territoire national, où ce qui est vrai d'un côté n'est pas forcément vrai de l'autre, et donc de permettre, à partir du moment que c'est le choix des élus de faire ou de défaire à la marge certaines choses, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, il faudrait peut-être qu'il y ait de la part des élus un niveau d'acceptation d'une règle, alors je ne sais pas si c'est des 2/3, mais je crois que c'est important d'introduire qu'il y ait une vraie volonté, que ce ne soit pas un acte politique. Parce qu'il peut y avoir des actes politiques de certaines communes qui se montent face à, on va dire, aux communes qui sont dans l'exécutif intercommunal. Donc je pense que si ça se fait, ça doit se faire, bien entendu, avec le soutien d'une large majorité du conseil communautaire et au minima de la conférence des maires qui doit s'exprimer sur le sujet, parce que pour le coup, ça les concerne vraiment. Au même titre, vous avez parlé de grandes intercos qui imaginent de pouvoir se séparer pour devenir un modèle un peu plus de proximité. Je pense que la loi le permet. En théorie, en pratique, c'est peut-être compliqué. Alors, il faut peut-être voir comment... il y a peut-être des choses à améliorer, hein, parce que c'est un peu comme les communes nouvelles. Hein. On se marie, peu pensent qu'on peut se démarier, mais en fait, c'est possible, à partir du moment que l'État veut bien jouer ce rôle-là aussi. Parce qu'on sait que le rôle du préfet reste quand même relativement important. Mais peut-être de regarder cette possibilité-là. Mais là, au même titre que sur les compétences, la différenciation, je pense que si, et ça doit être l'esprit à chaque fois des élus locaux, s'il y a un accord local, j'allais presque dire, il ne faut pas forcément s'interdire de faire quelques changements si c'est nécessaire, suivant les territoires dans lesquels on se trouve. Mais sans aller jusqu'à revenir sur des compétences anciennes, bien ancrées dans nos territoires, et qui chambouleraient une nouvelle fois la structuration des intercommunalités, qui souvent, je le pense, irait plus au profit des communes les plus importantes et souvent au détriment à terme quand même aux plus petites communes de l'interco, qui auraient plus les moyens. Mais sur la mutualisation, et c'est vrai qu'il faut... En fait, c'est vraiment la liberté qu'il faut. Des fois, on a l'impression qu'il nous manque un peu de liberté. Dans l'écriture, quand on prend une compétence, on a l'impression que des fois... Enfin, je vais prendre l'exemple de la compétence informatique qui avait été prise. On se rend compte qu'en fin de compte, il y a tellement tout dedans qu'on ne peut pas tout gérer et qu'il faut redonner de la souplesse. Mais réécrire dans la compétence qui a été prise, ce qui relève de la compétence et ce qui va relever de la mutualisation, en droit, c'est très compliqué. C'est même presque infaisable.
Et ça pose un problème, parce que ce qui est vrai sur la cyber, ce qui est vrai sur la gestion éventuellement du quotidien, je prends l'exemple de l'informatique, je suis sur ce sujet, donc je me rends compte de la difficulté, sur la gestion du parc informatique pour les communes, au lieu de que chacun paye une entreprise qui vienne. Bon, mais à côté de ça, de laisser la liberté de pouvoir prendre des outils informatiques, des logiciels propres à chaque commune, c'est compliqué de faire cette différenciation. Parce que la réglementation ne nous permet pas vraiment, ou en tout cas, il y a des doutes sur cette possibilité-là. Alors, ça fait le bonheur des avocats, spécialisés dans les collectivités, mais peut-être qu'il faut parfois rendre plus simple, plus lisible les possibilités de différenciation. Enfin, je ne sais pas si... Par exemple, le cycle de l'eau, si on prend le cycle de l'eau, les agglos ont le cycle de l'eau complet. Demain, la GEMAPI, c'est vrai qu'il peut poser problème, notamment pour les intercommunalités les plus en amont, qui ont souvent le plus de kilomètres de petites rivières, de petits ruisseaux, et qui souvent participent énormément pour protéger ceux qui sont en aval, qui sont très souvent des grosses communes, puisqu'on approche, on approche la plaine, donc c'est là où il y a plutôt les grosses communes, et c'est souvent l'interco du haut qui paye majoritairement pour protéger l'intercommunalité du bas. Donc peut-être que la GEMAPI devrait relever non pas des intercos, mais peut-être du niveau départemental ou d'une agence au même titre qu'il y a d'autres agences intercommunales. Ça peut être. Mais par exemple là, est-ce que dans le cycle de l'eau, c'est un vrai sujet depuis de nombreuses années, est-ce qu'on réouvre tout ça? Ça, c'est une question. J'ai pas parlé de l'assainissement. Vous pouvez me faire quand même ce crédit. 25 minutes. 25 minutes. C'est pour ça que bientôt à l'Assemblée, on pense à vous. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention à chaque fois qu'on s'interroge, parce qu'on peut tout chambouler, des équilibres des fois qui ont été durement trouvés. Voilà, donc c'est ça qui est complexe. Et le rôle que vous avez au Sénat, c'est de gérer toute cette complexité issue de la législation et des règlements, et complexité due à des territoires tellement différents que, voilà, en fait, ça serait de la souplesse qu'il faudrait. Et pas forcément, comme on a l'habitude de le faire en France, quelque chose d'hyper cadré, qui, en fin de compte, fait le bonheur de certaines administrations départementales, DREAL, DDT, préfecture, alors que, voilà, on recherche plutôt l'efficacité. À chaque fois, c'est rechercher l'efficacité. Et l'interco est une bonne taille pour chercher très souvent sur des sujets complexes cette efficacité. Mais il faut de la souplesse également. Sur la différenciation, je pense que c'est donner de la souplesse à chacun à s'organiser à partir du moment qu'il y a une volonté politique de s'organiser sur les territoires. Mais ne pas revenir sur les fondamentaux, parce que là, cette fois-ci... Déjà, vous allez mettre du temps pour convaincre tout le monde, et je pense qu'il faut savoir être raisonnable. Mais tout ce qui n'est pas tranché, entre guillemets, il faut rendre assez souple la possibilité aux intercos de mutualiser, de prendre une partie peut-être de compétences non obligatoires, mais pas tout. Enfin, je pense qu'il faut donner de la souplesse. C'est ce que demandent en fait les élus, c'est de la souplesse, et qu'on ne parte pas sur des procédures complexes qui nous permettent, qui nous font pas bouger en fait, et qui font qu'un mandat de 6 ans devient très court parce qu'on n'a pas pu faire évoluer. Dans votre département, les collectivités soutiennent par des politiques contractuelles? Alors, les communes? Les communes, oui. Non, soutiennent les intercos et les communes, oui, bien sûr. Oui. Il y a des politiques contractuelles des grandes collectivités, régions, départements. Vous avez quel type de... Le département du Rhône soutient une politique en direction, ce qu'on appelle le pacte Rhône, en direction des intercommunalités. Donc il y a des financements, et c'est les intercos qui choisissent le projet qui souhaite être soutenu financièrement. Donc là, il y a des ratios qui sont faits suivant les intercos plus ou moins riches, parce qu'on a aussi
celles qui sont très proches de Lyon, qui sont un peu plus riches que celles qui sont au nord du département. Le département aide également les communes avec chaque année à la main des conseillers départementaux une somme pour soutenir les projets d'investissement de chaque commune du département. Donc là, c'est important, c'est vraiment un effet levier. Et ensuite, il y a des intercos comme la mienne qui font des fonds de concours en direction des communes. C'est dans le cadre du pacte financier, dans le cadre du pacte de gouvernance. On essaye sur des thématiques. Nous, notre projet de territoire a un fil rouge, mais comme beaucoup, sur la transition énergétique. Donc on essaye d'aider les projets des communes qui vont dans ce sens-là. Alors c'est pas des sommes, elles sont bien moins importantes que celles que peut donner le département. Mais voilà, en tout cas, le département a eu une volonté, par exemple pour l'Interco, de réunir une fois par trimestre tous les présidents d'Interco. Il y en a 13 sur le département du Rhône aujourd'hui, puisque la métropole a un statut particulier, sont réunis au département avec des thématiques où l'on discute des sujets liés à l'intercommunalité et qui sont les sujets aussi liés aux communes à chaque fois. D'ailleurs, la plupart des présidents d'intercommunalité sont des maires, et sur le Rhône, aujourd'hui, il n'y a plus de maires de très grosses communes, comme par le passé. Donc, on est tous à peu près du même niveau. Puis ensuite, on a la chance d'être sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, où là aussi, il y a une forte aide de la part de la région dans le cadre de contrats liés aux communes et à l'intercommunalité également. Donc ça, c'est un plus indéniable, surtout que ce sont les élus régionaux des départements respectifs qui ont un peu la main là-dessus, en tout cas qui nous aident. Donc c'est vrai qu'on essaye d'avoir de la proximité, malgré qu'il y ait une très grande région également. On parlait tout à l'heure des grandes intercos, c'est pareil pour les grandes régions. Ensuite, l'Interco a fait beaucoup dans le cadre du CRTE, puisque là aussi, il fallait faire ce contrat avec l'État. Moi, j'ai refusé de déterminer quels étaient les projets prioritaires des communes. Je considérais que ce n'était pas au président de l'intercommunalité de choisir pour le compte des communes, parce que justement j'ai une élection indirecte et que je suis que le représentant des communes. Donc le CRTE, il y a eu de la part de l'État une volonté de dire mais il va falloir donner une priorité sur l'ensemble des projets de l'Interco, mais aussi des communes membres. Pour ma part, donc là, on revient sur la gouvernance. C'est de dire, moi j'ai plutôt demandé à chaque maire de dire, dans tout ce que tu as proposé, il va falloir quand même mettre des priorités et avancer, ce qu'on a pu faire. Donc on a pu faire un CRTE qui convient à l'ensemble des communes de mon intercommunalité. Mais là, une fois de plus, il y a des choses qui ne peuvent pas relever de la loi. C'est de la bonne pratique, entre guillemets. Et pour moi, l'intercommunalité, c'est aussi de la bonne pratique. Peut-être par rapport à ça et en écho à la question au sujet évoqué sur la souplesse. On l'a vu d'ailleurs, ça a été un vrai sujet dans 3DS sur une question chère à ma collègue Françoise Gatel, ce qu'on a appelé l'amendement nid de poule qui concerne les intercommunalités qui ont la voirie. Parce que c'est finalement l'exemple type où on a parfois la gestion d'une compétence à un échelon supra-communal avec un sujet typiquement sur la voirie ou l'entretien de la voirie qui peut relever de la proximité et parfois la complexité à gérer avec agilité ce type de compétences. Et on voit bien la difficulté. Je me souviens d'un échange que nous avions eu avec la ministre Jacqueline Gouraud à l'époque pour essayer de trouver un biais qui permettrait justement, dans une compétence transférée à l'intercommunalité, d'avoir la capacité d'intervenir à l'échelon communal pour justement avoir cette efficacité et cette réactivité. On voit bien toute la difficulté aujourd'hui de l'exercice entre l'exercice de la compétence et le fait d'avoir justement à prendre en compte cette compétence. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est un sujet qui a été posé lors de notamment
du rendu du dernier rapport de la Cour des comptes, un sujet qui est souvent abordé par les maires, voire les présidents d'intercommunalité, qui est celui de la principale des dotations, qui est la DGF. Quel est votre regard par rapport à ce sujet ? Faut-il que cette DGF échoie aux intercommunalités ou aux communes ? Et je m'empresse de dire que ça n'est absolument pas pour moi une façon de le poser de façon polémique, mais c'est un sujet qui est important parce que c'est la dotation qui permet véritablement aux communes aujourd'hui de fonctionner, quand bien même celle-ci est en forte diminution dans nombre de communes. Et puis le troisième point, c'est un sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est les relations avec l'État. C'est un des sujets majeurs, je l'ai évoqué, alors autant pour les maires que les présidents d'intercommunalité. On a beaucoup parlé la dernière fois en auditionnant les présidents de départements qui sont aussi des acteurs et qui accompagnent les intercommunalités, ça vient d'être dit, et les communes. Avec Claude Riboulet, le président du département de l'Allier, de la question de la territorialisation de l'action publique. Comprendre par là la capacité que nous aurions à organiser entre les collectivités, l'État déconcentré et l'État territorial, préfet, sous-préfet, l'action publique et par là même de prendre en compte certaines différenciations. Beaucoup d'élus, maires, présidents d'intercommunalité regrettent parfois la rigidité, demandent à la fois une présence de cet État territorial, en regrettant qu'on soit passé avec le temps d'un État accompagnateur qui avait les moyens d'accompagner à un État censeur qui ne cesse finalement de rigidifier et ses process et ses dotations. Prenez l'exemple notamment de la multiplication des dotations, des CIL, des ETR, fonds verts, appelant de nos voeux peut-être une réflexion autour de l'uniformisation de l'ensemble de ces dotations, non pas pour le plaisir d'être uniformisé, mais parce que ça permet un peu plus d'agilité, ça permet de moins sectoriser, de moins segmenter ces enveloppes et surtout d'être plus réactif parce que à chacune de ces dotations, je vais dire un accès différencié, des conditions d'éligibilité qui le sont tout autant. Et donc tout ça rend quand même j'allais dire cet accès finalement aux services et aux moyens de l'État que beaucoup d'élus communaux comme intercommunaux dénoncent, considérant qu'on a là une forme d'inertie qui est préjudiciable dans un temps où on a besoin d'agilité, on a besoin de réactivité, singulièrement après les différentes crises que nous venons de vivre par rapport à la commande publique, par rapport à l'économie sur chacun de nos territoires, et donc la capacité à aller vite et aussi cette question d'ingénierie qui se pose pour nombre d'intercommunalités, considérant qu'elles ne sont pas toutes dotées de moyens et d'un nombre d'habitants qui leur permettent de générer des moyens de fonctionnement suffisants pour répondre notamment à la politique d'appel à projet du territoire. Donc avoir un peu votre regard là-dessus, peut-être avec une vision un peu prospective, c'est-à-dire comment vous voyez demain les relations intercommunalité et services de l'État sur les territoires. Voilà, j'ai été beaucoup trop long, mais si on peut avoir quelques réponses sur ces trois sujets. Alors, sur la compétence voirie, parce que c'est le sujet qui avait été abordé. Alors, moi, je vais parler de ce que je connais sur la compétence voirie. J'ai de la voirie d'intérêt communautaire et de la voirie qui reste purement communale. Et en ce qui concerne la voirie d'intérêt communautaire, je n'avais pas créé un service propre de gestion du quotidien de cette voirie intercommunautaire, d'intérêt communautaire plutôt. Donc, on a passé des accords avec les communes et on rémunère les communes pour l'entretien. C'est-à-dire qu'on a pris le nombre de kilomètres, on a fait un coût moyen de gestion du quotidien, balayage, pointe à temps, tout ça, et on leur donne ces moyens pour être le plus efficace possible. Alors, je présume que ça peut être la même chose si la compétence voirie est totalement donnée à l'interco. Je pense qu'il y a une possibilité au quotidien de pouvoir déléguer la gestion de ce service aux communes en rémunérant, bien sûr c'est normal, hein, l'interco a pris la compétence, rémunérer l'investissement, c'est plus simple, mais sur le fonctionnement, rémunérer les communes pour qu'elles gèrent le fonctionnement. Alors je ne sais pas quelle est la pratique généralement, mais... Qu'est-ce que ça fait,
C'est des voiries, on a défini l'intérêt communautaire, par exemple, toutes les voiries qui vont sur les écoles, la mairie, qui ne sont pas départementales, sont devenues des voiries d'intérêt communautaire. Sur une salle des sports, tout ce qui est lié, ou une voirie qui va entre deux départementales importantes. On a déterminé tout ça d'un commun accord avec l'ensemble des maires, c'était un gros travail. Et ensuite, on a fait un calcul de combien coûte traditionnellement quand il y a du déneigement, quand le balayage, voilà, et on rémunère, on verse une somme aux communes par rapport aux kilomètres qu'ils ont de voiries d'intérêt communautaire. Alors, je ne sais pas, vous ne connaissiez pas ça? Non, en fait, les communautés de communes qu'on connaît dans notre entourage et qui ont pris cette compétence l'ont énormément regretté parce que c'est un gouffre financier pour les communes et pour les intercos. Cette idée-là du conventionnement entre l'interco et les communes, bon, c'est intéressant, en tout cas pour la communauté de communes. Pour autant, si on devait prendre d'une façon plus élargie la compétence, je pense que c'est là qu'il y aurait des économies d'échelle, à mon avis, à faire. Parce que si chaque commune entretient sa voirie et se fait par convention remboursée par la communauté de communes, ça me paraît très très coûteux. Mais je pense que c'est vraiment une compétence qui est extrêmement pesante. Et j'ai vu une communauté de communes notamment qui a renoncé à cette compétence, qui l'a rendue aux communes après. Mais c'est clair que ça chiffre très vite, oui, de gérer, surtout en milieu rural où les voiries sont très, très importantes sur des grandes longueurs, mais même en centre-ville, parce qu'après il y a la partie voirie, il y a les trottoirs, enfin il y a tout ce qui va autour de la voirie. En tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait, hein, et là aussi, un peu, c'est la liberté qu'on parlait tout à l'heure, qui a toute son importance. Après, on mutualise pour les voiries communales, au même titre qu'on le fait pour la voirie intercommunale. On passe un marché global, l'ensemble des communes, pour avoir justement des prix auprès de nos prestataires. C'est important d'avoir cette possibilité-là de faire des appels d'offres communs sur la voirie, par exemple, c'est le cas. Pour préciser le sens de ma question, parce que j'ai été aussi président d'intercommunalité, et en réalité, c'est vrai que le sujet se pose moins sur les communautés d'agglomération et sur les communautés de communes, parce qu'on a justement encore cette agilité. Ouais. L'exemple du fameux amendement Nid-Pool que nous avions voté concernait plutôt les métropoles et les communautés urbaines, et l'exemple en réalité ne visait pas simplement à parler de la seule compétence voirie, mais d'évoquer la difficulté de mettre de la souplesse entre l'échelon communal élection et la strate intercommunale dès lors qu'on a transféré la compétence. Voilà. Un exemple du Grand Reims. Ah oui, le Grand Reims, a priori. On a eu cet exemple-là. Oui. Mais il faut que chacun cherche un peu en fait, c'est le quotidien, c'est la pratique qui fait que... voilà. Et pour le coup, votre mission est particulièrement importante parce que ça vous permet d'aller voir tout ce qui se fait un peu de partout sur le territoire national. Et ça, je pense que ça va être un rapport très intéressant pour voir... parce qu'on prend l'exemple aussi sur les autres, parfois. On se dit, tiens, comment on va gérer ça D'où la question, et c'est la question suivante, c'est qu'on a le sentiment aussi de plus en plus que, et c'est une question que nous posions tout à l'heure à la DGCL, que malheureusement, l'esprit des services de l'État à la lecture des évolutions législatives a parfois soit derrière des écueils qui sont l'absence de décret d'application, parfois certains services de l'État, à commencer par la DGCL jusqu'à l'État territorial, préfet, sous-préfet, une petite tendance à avoir une lecture, je dirais pas orientée, mais en tout cas à l'aune des problématiques de chacun des territoires. Et c'est ce qui rend un peu l'exercice compliqué, et donc qui fait qu'on a, selon les différents territoires, les différents départements, des cas d'espèce et des cas de figure qui peuvent être très différenciés. Et la volonté qu'on a aussi, c'est le message qu'on a fait passer tout à l'heure à l'État, ce qu'on a fait avec la DEMAT, ce qu'on fera avec le ministre, c'est vraiment la volonté de dire que, bien sûr, il y a ce principe de différenciation, mais il est important quand même que les assouplissements, que tout ce qu'on peut essayer de faire évoluer à la marge, encore une fois, sans remettre en cause l'architecture, permettent quand même cet assouplissement, qui est quand même
assez compliqué dans la philosophie de l'État, y compris des préfets ou sous-préfets qui sont pour le coup assez plébiscités parce que beaucoup plus à l'écoute des maires, des présidents d'intercommunalité, mais on sent encore qu'il y a cette rigidité qui fait que trop souvent on va attaquer un arrêté, on va remettre en cause une délibération parce qu'on considère que justement elle contrevient, alors que l'esprit du législateur, c'est justement de permettre et d'admettre cette souplesse. C'est pour ça que je parlais volontairement de ce point qui est pour nous essentiel, de la relation du bloc communal, pour arrêter de dire commune, intercommunalité, avec les services de l'État. Rapidement, sur la deuxième question qui était sur la DGF, on n'a pas de position de l'Interco sur la DGF. Je veux dire, le problème de la DGF, c'est avant tout de savoir comment elle est calculée. Parce que si quelqu'un peut me dire comment c'est calculé quand on voit des différences entre les communes, notamment, où parfois on se demande pourquoi il y a une telle différence, c'est un peu comme la fiscalité locale. Le problème aujourd'hui, c'est les bases fiscales qui ne correspondent plus à la réalité. Donc avant de se poser la question de savoir si la DGF doit aller à l'Interco ou rester aux communes, je pense qu'il faut déjà peut-être revoir le calcul, enfin qu'il y ait de la cohérence dans le calcul de la DGF. Parce qu'on a beau nous dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont prises en compte pour déterminer la DGF. Moi, je me suis amusé à regarder sur le département du Rhône les différences, parfois notables, et je me dis, qu'est-ce qui peut faire cette différence notable pour une commune presque équivalente? Je ne sais pas si c'est un sujet que vous abordez de la DGF, mais voilà. Donc, voilà. Alors qu'on a déjà une baisse conséquente. Observée dans les communes de façon conséquente, et donc c'est aussi une façon de répondre à la question de l'avenir de la commune, parce que sans moyens, sans moyens, tout à fait. C'est difficile d'imaginer un avenir pour les communes. J'allais dire que la DGF est quand même là pour permettre aux communes et aux maires d'exercer au nom de l'État un certain nombre de prérogatives. Pour ceux qui n'ont plus de DGF, pourraient se poser la question de se dire, mais en fin de compte, est-ce qu'on exerce encore pour le compte de l'État? Parce que je ne suis pas rémunéré pour. Mais ça peut être un sujet, en tout cas. En tout cas, il n'y a plus d'autonomie financière. Tout à fait. Et l'autonomie financière est un vrai souci majeur. Et ça va me permettre justement de partir sur les relations entre le bloc communal et les services de l'État. J'allais dire, heureusement que parfois on a encore des sous-préfets et des préfets qui essayent de mettre de l'huile dans les rouages et surtout essayent parfois de mettre d'accord une administration départementale, voire régionale, parfois en contradiction entre elles. C'est un vrai sujet. On le voit sur un certain nombre de dossiers. J'ai en tête un dossier urbanistique où la DDT était en désaccord avec la police de l'eau. Certains nous demandaient de mettre un peu plus de terre à un certain niveau. Les autres nous disaient non, ça va engendrer des inondations. Bon, là, on a été obligé de faire intervenir le préfet. Donc le préfet a un vrai rôle. Ce qu'on peut regretter, c'est vraiment l'administration locale et les services de la DDT, de l'Adréal, qui aujourd'hui, suivant les territoires dans lesquels on se trouve, font des lectures parfois très strictes de réglementation ou anticipent même certains décrets d'application qui ne sont pas passés alors que voilà, ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc on se demande parfois si ce n'est pas le positionnement de la personne qui est à la tête de ce service qui fait la réglementation, ou si c'est vraiment la réglementation qui est appliquée. Parce que les élus parlent entre eux, surtout quand on est limitrophe avec d'autres départements, et des fois on se rend compte que sur le même cas pratique, il y a une décision de l'État qui est différente. Ce qui est quand même compliqué au bout d'un moment. Donc là, je pense qu'il faut aussi, et là c'est le rôle des associations d'élus, c'est le rôle du Sénat, bien entendu, de vraiment travailler ce sujet avec l'État qui centralise. Et vous avez parlé de l'État censeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit plus souvent non que oui. J'ai un exemple d'un vieux sous-préfet qui avait relu une lettre du ministre de l'Intérieur dans les années 30 où il disait au sous-préfet et au préfet, en gros, il disait, ben voilà, il faut
que vous cherchiez toujours des solutions aux côtés de vos élus. Et si vous ne trouvez pas de solution ou si vous êtes obligé de dire non, expliquez pourquoi. Maintenant, j'ai l'impression qu'on nous dit non, on ne sait pas vraiment pourquoi. Je force un peu le trait, mais peu. Donc là, je pense que l'État se doit aussi comment dirais-je, de redonner aux préfets un peu de pouvoir sur une administration, sur leur propre administration, de chefs de service ou autres qui ont des fois pris le dessus de la responsabilité qu'avaient à l'époque les préfets et les sous-préfets, qui étaient là pour siffler la fin de la partie et dire il faut qu'on avance. Je pense que ça, c'est très important. Sur les dotations de l'État, et vous l'avez dit, Madame la sénatrice, aujourd'hui, les collectivités sont très dépendantes des dotations de l'État sur leur fonctionnement. Donc, c'est plus difficile de contester, de montrer son désaccord, parce qu'on se dit, tiens, on va être sanctionné, parce que la DSIL, la DETR, le fonds vert, bah, je ne vais pas en avoir, parce que j'ai un peu remonté les bretelles à mon préfet, ou à l'Adréal, ou à la DDT. Quand on avait un peu d'autonomie financière, ça donnait aussi un peu d'autonomie pour dire les choses. Aujourd'hui, on est tellement dépendant des dotations de l'État. Et c'est discrétionnaire. Et c'est discrétionnaire, parce que pour avoir été parlementaire à l'époque où il y avait la réserve parlementaire, on nous disait que c'était discrétionnaire, mais j'aimerais savoir sur quels critères, parfois, sont données les subventions au niveau de l'État. L'avantage d'un député ou d'un sénateur, c'est qu'au bout d'une certaine période, il peut être éventuellement remercié, ce qui est rare à d'autres niveaux. Donc, voilà. Sur la DCL, la DETR et le fonds vert, on s'y perd un peu parce qu'à chaque fois on nous dit il faut aller sur, actuellement c'est aller sur les économies d'énergie, voilà. On se dit, alors, je dépose un DETR, on nous dit non mais c'est plutôt la DSI, et puis maintenant il y a le fonds vert. Et puis si vous demandez, il faut justifier que l'investissement que vous allez faire sur votre bâtiment de l'école que vous allez rénover, que vous êtes bien à moins 30% d'économie d'énergie. Pourquoi pas? Ce qui est assez logique, il faut bien faire des travaux pour économiser. Mais on retrouve des petites communes qui avaient peu de moyens ou des petites intercommunalités qui avaient peu de moyens, qui avaient commencé à faire quelques travaux, à changer les fenêtres, et qui, au moment de déposer le dossier 2 ans plus tard, on leur dit, bah non, vous ne faites pas moins de 30%. Bah oui, bien sûr, on a déjà débuté il y a déjà 2-3 ans, mais bon, comme on a peu de moyens, parce qu'on a de moins en moins de moyens, bah, on fait ça en plusieurs projets. Donc là aussi, c'est une difficulté. Et là, l'Interco vient en aide en termes d'ingénierie, parce que sinon, les communes ne sauraient pas faire. Elles seraient obligées de passer par des prestataires privés, qui se rémunèrent quand même bien. Et là, l'Interco, ou ce qui est le cas sur les départements du Rhône, on a une association départementale où l'Interco et le département sont membres, financent, et donc interviennent pour le compte des communes gratuitement pour faire ce genre de relevé. Mais voilà, c'est une vraie difficulté. Mais les relations entre l'État et le bloc communal, c'est vrai, sont moins fluides que par le passé. Alors pas au niveau des sous-préfets, généralement ça se passe plutôt bien, et heureusement qu'on a encore sur le territoire, enfin en tout cas c'est mon avis, des sous-préfets d'arrondissement. Mais si je prends l'exemple de la DDT, pas plus tard qu'hier, une réunion sur le SCOT du Beaujolais, on a une représentante de la DDT qui considérait, par exemple, qu'on n'ait pas pris assez en compte l'agriculture et la viticulture, alors qu'on venait d'avoir l'intervention du président de la Chambre de l'agriculture et le président de l'Inter-Beaujolais qui disait vraiment, vous avez vraiment pris en compte ce qu'on vous demandait. Voilà. Donc, cette dame, qui aujourd'hui est à Lyon, je ne suis pas sûr qu'elle connaissait bien le territoire. À l'époque, il y avait les subdivisions. Les subdivisions, le subdivisionnaire, il était sur chaque chef-lieu de canton. Alors on peut peut-être voir ça au niveau intercommunal, mais il connaissait son territoire parce qu'il y vivait. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc on est uniquement de la théorie et on n'est plus sur la pratique. Et on se bat au quotidien quand on est maire ou quand on est président d'intercommunalité pour faire venir sur le territoire l'administration qui vient de vous dire non, pour dire venez voir. Et ça aussi, c'est une difficulté, et ce qui peut engendrer chez les maires de la frustration, parce que le maire d'une plus petite commune qui ne cumule pas de mandat, qui a un poids politique assez faible,
et ils n'y arrivent pas. Ça aussi, c'est un malaise chez les maires. Quand on cumule, bon, ça permet d'avoir un poids un peu plus important au niveau départemental, mais réellement, je pense que tout ça frustre beaucoup également les élus locaux qui ne comprennent pas souvent des décisions qui sont négatives et on ne leur explique pas pour quelles raisons. Il peut y avoir parfois des bonnes raisons. On n'est pas en train de dire qu'il faut dire oui à tout, mais je pense que voilà, l'administration doit aussi se réformer au niveau local. C'est certain, si on veut redonner aussi un peu de passion aux maires qui ont envie de faire, et les présidents d'intercommunalité aussi ont envie de faire, même si les moyens sont plus faibles pour la plupart, même si d'autres se portent mieux, il y a des communes plus riches, des intercos plus riches, mais quand on veut faire et qu'on est particulièrement restreint dans la volonté de faire pour des choses qui peuvent paraître parfois quand même exagérées, qui relèvent même plus de l'esprit de la loi, plus de l'esprit de celui qui veut faire appliquer ce qu'il pense être sa position. Je suis un peu dur là-dessus, mais réellement, c'est un peu ce qu'on vit parfois. Non, mais tout à fait. C'est ce qu'on a entendu en tout point du territoire. Très bien. Non, merci beaucoup, monsieur, parce que on s'avoue que vous allez tout à fait dans notre sens et dans le sens des auditions que nous avons eues jusque-là. En fait, tout ça plaide en faveur d'une proximité qui malheureusement disparaît parce qu'il y a aujourd'hui une recentralisation et depuis tellement d'années. Donc, c'est bien d'être le porte-parole de tout ça. Et vraiment, hein, je le redis, moi je ne vois pas le rôle de la commune sans le rôle de l'intercommunalité. Enfin, le bloc communal, et Mathieu, je crois que quand tu as parlé de bloc communal, oui, c'est le bloc communal. Les deux vont ensemble. Bien sûr. J'ai une dernière question justement, d'un sujet sur lequel on s'est largement interrogé, qui est pour moi une énigme parce que c'est quelque chose qu'on utilise très peu et qui d'ailleurs pourrait permettre au sein des intercommunalités ou même entre communes d'avancer sur certains points qui sont infracommunautaires, c'est la question de la convention. Je trouve qu'on conventionne très peu, c'est un outil et on ne cesse de le dire, mais des fois on a vraiment des problématiques au sein d'un périmètre intercommunal pour gérer l'espace vert, pour acheter du matériel en commun. Pour construire un pont, c'est ce que nous avons fait. Construire un pont, pour gérer un équipement où l'intercommunalité n'a pas envie d'aller parce que ça n'a pas de sens, oui. Où la commune est trop petite pour porter. Et je trouve, sincèrement, et je le dis à la plupart des associations d'élus, de la plus grande à la plus petite, des maires ruraux jusqu'à France urbaine, qu'on utilise assez peu en réalité. Et je trouve ça assez dommage parce que je pense que ça permettrait un peu dans la droite ligne de ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la nécessaire souplesse qu'il faut laisser. Peut-être des fois c'est une des solutions qui n'est pas assez utilisée et qui permettrait justement de traiter quelques sujets dont on comprend aisément. Alors singulièrement quand vous avez des grandes intercommunalités, je ne parle même pas du Pays Basque, mais une intercommunalité à plus de 50, il est évident qu'on ne va pas étendre forcément une compétence à tout le territoire ou un service porté par tout le territoire, et en même temps dont on comprend, notamment ça a été le cas avec ce qu'on a appelé les compétences orphelines, quand des petites intercommunalités se sont mariées avec des très grandes, la très grande communauté d'agglo urbaine ne voulant pas nécessairement reprendre. Je pense notamment aux compétences périscolaires, le centre de loisirs. Et je pense que ça, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on revisite un peu parce que trop souvent, on le méconnaît, quoi. Tout à fait dans le sens de la différenciation. Chacun, et d'ailleurs, c'est ce que vous souleviez tout à l'heure en prenant l'exemple de la voirie. Bon, après, ça se discute pour les fameuses économies, mais c'est vrai que ça évite de prendre dans l'ensemble du territoire la même compétence. Et par contre, quelquefois, ponctuellement, vraiment, il faut que l'interco soit au chevet des communes et la convention, c'est très très facile comme outil en plus. C'est une remontée de nos adhérents sur cette volonté d'utiliser. Alors, je crois qu'il y a des conventions plutôt allez-y. Merci. On échange avec nos adhérents régulièrement. Il nous semble que sur les prestations de services, c'est des conventions qui sont pas mal pratiquées et comprises dans leur logique, ce qui fait qu'après, avec la pratique, les choses sont un peu cernées par rapport à ce qu'on veut en faire. Et en revanche, dans ce qui concerne les conventions de délégation de compétences, qui ont été un peu élargies en plus récemment, donc à un temps d'approche de l'outil aussi, ou convention de maîtrise d'ouvrage délégué, genre de choses. Là, c'est vrai qu'on est sur des choses qui sont moins bien cernées. Parfois aussi, une hypothèse, c'est que ça vient un peu se heurter avec la logique habituelle du transfert de compétences,
qui est quand même notre carcan habituel, et ce qui va avec les charges transférées qui sont réévaluées à chaque fois par rapport à des choses qui pourraient être envisagées.